partie. Alors, Frédéric Couder, aucune pierre ne brise la nuit. Nous sommes à la pension Glonac à Pont-Aven le 27 octobre. Pardon. Alors, aucune pierre ne brise la nuit. Un livre sur l'Argentine. Oui, bonjour. Je vais commencer d'abord par vous lire les 4 premières lignes, parce que je pense qu'elles donnent le là, c'est un incipit. Dans le musée étincelant de soleil, Ariane ne fut d'abord qu'une illusion. À sa place, Gabriel imagina Véro, ses yeux tendres et ses lèvres pulpeuses. Alors on est dans un musée au Havre, et c'est la rencontre entre deux personnages qui n'auraient jamais dû se croiser en fait. Lui est un réfugié argentin, victime de cette terrible dictature qui a eu lieu de 1976 à 1982. Elle, Ariane, est de retour en France après un long séjour d'expatriation. Elle a voyagé un peu partout avec son mari diplomate, et à un moment donné, elle s'est trouvée elle aussi en Argentine pendant cette dictature. Lui était diplomate, et il lui arrivait un événement très important pour eux, pour ce couple, puisqu'à l'occasion, ils étaient très jeunes. Elle a donc adopté un bébé dans un orphelinat de Buenos Aires, qu'elle a appelé Clara. Et ce couple, en fait, a quitté l'Argentine, ils ont vécu relativement heureux aux 4 coins du monde. Et vous savez, il y a ces moments dans la vie où on traverse un peu le miroir, il y a des moments comme ça où d'instinct, on se dit qu'on doit lever un doute, il y a quelque chose qui se met à plus tourner rond. Et subitement, Ariane, elle voit le visage de son mari Bertrand, qui découvre dans la presse que les procès en fait reprennent en Argentine. Les procès des généraux, parce qu'en fait il faut savoir que, genre ce roman sur la terre ferme et sur une réalité historique, et bien après cette terrible dictature qui a fait 30 000 disparus, d'une cruauté absolue, puisque les tortures étaient abominables, des vols de la mort, disparition de corps, et bien les généraux n'ont pas été jugés. Il y a une amnistie, leurs crimes ont été établis, mais pendant 20 ans ils ont continué à vivre tranquillement en Argentine et autour du monde. Et puis 20 ans plus tard, les procès reprennent. Et là, mon roman commence. On est en 98. Et donc cet homme, Bertrand, qui est donc le mari d'Ariane, devient tétanisé, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Et Ariane a un doute, et elle se dit que sans doute que Bertrand a fait des choses abominables pendant cette dictature, qu'il a sans doute été lui aussi le complice des militaires. Et je base tout ça en fait sur une histoire vraie, puisque je me suis aperçu dans mon enquête littéraire que les Français n'avaient pas, pour beaucoup d'entre eux, pas le beau rôle en fait dans cette dictature. Ça a commencé bien avant, puisqu'en fait des soldats perdus de l'OAS se sont réfugiés en Argentine, qui avaient déjà en Argentine, dans la foulée, dans le sillon des nazis, il y avait déjà des collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale qui travaillaient pour les sinistres journaux comme Je suis partout, qui s'étaient installés à Buenos Aires. Bref, cette extrême droite française était très proche de l'extrême droite argentine. Et Ariane se dit que Bertrand n'a pas été tout à fait clair. Et elle va découvrir qu'en réalité, ce qui n'est pas clair du tout, c'est l'adoption de sa fille. Là, je n'en dirai pas plus pour ceux qui iront le lire. Mais en tout cas, face à elle, dans ce musée, autour d'un tableau, se retrouve Gabriel. Et Gabriel, lui, a perdu son grand amour, qui s'appelait Véro, qui était une Française qui vivait à Buenos Aires, qui fait partie des 30 000 disparus de la dictature argentine. Et quand ces deux-là vont finalement se donner rendez-vous, se découvrir, puis s'aimer, l'un et l'autre vont se reposer un peu sur l'énergie de l'autre pour avancer dans une quête de vérité, en fait, sur ce qui leur est arrivé pendant cette dictature. Alors, pour Gabriel, ça va être une sorte de deuxième chance dans sa vie, parce qu'en fait, ce qui lui est arrivé est tellement terrible, il a lui aussi été menacé par la dictature, il a refait sa vie en France, mais c'est quelqu'un de brisé, et j'ai tendance à penser qu'il y a des choses dont on ne se relève pas dans la vie, qu'à part en fait dans les feel-good books, ou dans les livres un peu, ou dans les films un peu pourris, si j'ose dire, on est forcément dans la résilience, vaincre le chagrin. Malheureusement, moi j'ai l'impression que parfois on ne se relève pas de certaines choses, et qu'il y a des êtres humains qui traversent le reste de leur existence dans la tristesse. Et que voilà, que c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et qu'en fait, effectivement, les médias nous montrent comme ça
des personnages héroïques, mais que la majorité d'autres sont dans l'ombre et se taisent parce que le malheur, l'ombre est trop grande, le manteau qui le recouvre est trop important. Et Ariane, face à ça, elle est au contraire pleine d'énergie, joyeuse, l'âge aussi est important de mes héros dans ce livre, parce que Ariane comme Gabriel, ils sont au milieu de la quarantaine, ils vont avoir 50 ans, et c'est un bel âge, je trouve, parce que c'est un âge où tout est possible encore, on peut refaire sa vie, il y a une vraie seconde jeunesse en fait qui arrive, il y avait vraiment l'idée de la deuxième chance. Et heureusement, Ariane va communiquer ça à Gabriel. Et tout d'un coup, il va y croire lui aussi à un moment donné, et il va se dire, bah oui, après tout, peut-être que je peux retomber amoureux, savoir exactement ce qui est arrivé à Véronique, faire la paix avec tout ça. Et l'un et l'autre, donc ça va être très progressif dans le roman, eh bien, vont se rendre compte que la vérité, ce qu'ils cherchent, se trouve à Buenos Aires. Donc ils vont partir ensemble en voyage à Buenos Aires, et là ils vont réveiller véritablement les fantômes de ce passé et des gens qui leur ont tourné autour. Donc pour Ariane, ça va être la découverte de l'origine réelle de sa fille, au risque du coup de perdre sa propre fille. Elle va questionner en fait sa maternité parce que elle va être du mauvais côté et elle risque de perdre sa fille, donc ça va être terrible. Et apparaissent donc autour d'elle à ce moment-là des personnages, alors là pour le coup qui sont merveilleux et qui sont réels, qui sont les grands-mères de la place de Mai. Et ça pour moi c'était important de les décrire tels que je les ai découverts dans mon enquête, hein. Enfin, elles m'ont pris la main, moi aussi, j'étais sur les places de Mai, j'étais dans tout ce que je raconte après Ariane se retrouve dans le bureau des grands-mères et de leurs représentants, et je l'ai vécu, j'étais Ariane à ce moment-là dans le bureau, et c'est des personnages merveilleux parce qu'elles ont 80 ans, elles s'éteignent petit à petit, elles sont plusieurs dizaines, hein, chaque année, là, s'il y en a une ou deux qui disparaissent, mais elles n'ont pas renoncé à se battre pour connaître la vérité sur ce qui est arrivé des 500 bébés disparus de la dictature argentine. Et ça, donc, c'est un autre volet de ce roman, puisque je m'attache en fait à retracer l'identité de bébés volés. Et c'est une spécificité de cette dictature, puisque, hélas, dans d'autres génocides, et malheureusement autour du monde, tout le monde, quand on décide d'éliminer un ennemi, il n'y a pas de quartier, on tue tout le monde. Les militaires argentins ont une espèce de perversité absolue, d'élimination aussi, hein, parce que l'idée c'était de prendre des bébés à des gens qu'ils estimaient être des diables rouges et de les faire rentrer dans la foi chrétienne, d'en faire des bons chrétiens, donc de voler en fait des bébés et de les faire éduquer par des militaires. Et donc vous avez comme ça au moins 500 adultes, puisque les faits se déroulent 20 ans après la naissance, mais aujourd'hui c'est 40 ans, qui ne savent pas leur identité véritable. Donc voilà, je tourne autour de tous ces thèmes, avec quand même un fil rouge qui relie avec mon précédent roman aussi, qui est évidemment un fil très littéraire, qui est la quête d'identité. Moi j'adore ça, et c'est vrai qu'on construit aussi des romans toujours autour de l'idée de qui sommes-nous vraiment. Voilà. Et ça, c'est un roman, c'est aussi fait pour que des personnages se découvrent au fur et à mesure du récit. Je pense que si un personnage, au fond, ne change pas, du début à la fin d'un roman, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un roman est là pour justement, on découvre des facettes d'un personnage. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Alors, je rappelle le titre, « Aucune pierre ne brise la nuit » aux éditions Héloïse d'Ormesson, un grand coup de cœur de la Pension Cloignac. Merci Frédéric. Merci Marie-Jo, merci pour votre accueil, merci.